Bon, merci déjà de m'avoir invité. Je vais vous présenter un petit peu tout le parcours en fait qui nous a mené là déjà. Le parcours à la fois méthodologique, technique, technologique, qui nous a permis effectivement de monter cette équipe et d'aujourd'hui d'arriver à avoir construit cette approche en fait, qu'on développe de plus en plus. Alors, donc à l'origine, effectivement, donc je suis architecte de formation. J'ai beaucoup travaillé avec des archéologues et j'ai beaucoup travaillé très tôt dans des pays comme la Syrie, l'Iran, l'Afghanistan, effectivement. Et moi, ce que j'ai observé dans ces pays-là, en tant qu'architecte, je faisais des relevés de fouilles. J'ai observé que les monuments disparaissaient très vite. Alors pour plein de raisons. Alors là, en fait, j'ai juste montré 2-3 images que j'avais prises il y a quelques années. Donc là, on est à Herat, en fait, c'est en Afghanistan. Et on a une muraille, vous voyez, complètement mangée par la ville. Et en fait, on y allait à plusieurs reprises sur cette ville. Et chaque année, on avait un morceau de muraille qui disparaissait, en fait. Et ça, c'était des problématiques qui nous préoccupaient, enfin qui me préoccupaient moi personnellement. Là, c'est aussi en Afghanistan, c'est sur un site archéologique qui a complètement été pillé, en fait. Et depuis une vingtaine d'années, il y a des pillages vraiment intensifs. Là, on est dans le nord du pays. Donc en Irak, en Afghanistan et en Syrie, ça se généralise maintenant. Et le problème, je me suis aperçu en tant qu'architecte, en fait, je me suis aperçu qu'on n'avait aucun relevé, bien souvent, aucune documentation de ces sites. Alors pourquoi? Parce qu'en général, les relevés, ils sont très ciblés, effectivement, par les chercheurs qui s'intéressent à telle problématique ou telle autre. Et en fait, quand on considère une région dans sa richesse archéologique, dans sa globalité historique, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues et qui disparaissent. Alors, bon, c'est principalement le cas, c'est le cas dans tous ces pays-là, mais c'est aussi, c'est le cas partout, en fait. Et donc, c'est ça qui m'a poussé à essayer de trouver des nouvelles technologies qui rendaient beaucoup plus rapide, en fait, la documentation et qui permettaient, effectivement, au moins de conserver la mémoire de choses qu'on voyait disparaître. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas protéger physiquement ces sites. En Afghanistan, c'est compliqué parce que les zones ne sont pas contrôlées. L'armée travaille sur d'autres fronts, en fait, et donc du coup, on profite effectivement de ce manque d'attention pour piller, détruire ou tout simplement pour construire une ville sans mauvaises intentions. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a une disparition qui est massive. Au moins dans ces pays-là, du patrimoine, et qui devrait être très préoccupante. Alors, les consciences s'éveillent aujourd'hui, mais disons qu'il y a encore une dizaine d'années, c'était très difficile à comprendre, à faire comprendre. Donc, on a vu qu'il y a les causes, il y a l'urbanisme, il y a le pillage, il y a les destructions idéologiques aussi, donc ça c'est sur le site de Palmyre. Et donc voilà, tous ces facteurs font que depuis une vingtaine d'années, on peut dire, il y a quand même une accélération qui est très préoccupante de la disparition des traces de nombreuses civilisations qu'on n'a jamais étudiées. Donc on n'aura pas la chance de pouvoir comprendre ensuite. Donc l'idée c'était de dire on va essayer de travailler sur un concept de documentation intensive, grosso modo, qu'on puisse déployer à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un pays. Et donc, pour ça, on a tiré parti de 2 nouvelles technologies qui émergeaient à l'époque. Alors moi, je me suis vraiment mis à travailler là-dessus à partir de 2010, donc il y a 7 ans. Donc, la première techno, c'était les drones. Et donc, en 2010, c'était le tout début des drones. Et donc on bricolait en fait des choses un petit peu, c'était du do it yourself qui volait pas toujours très très bien, mais voilà, ça s'est amélioré d'année en année. Et donc voilà, ça c'était les drones qu'on utilisait dans les années 2012 par exemple. Donc c'est déjà de la préhistoire. Donc il y avait des fils partout et donc ça on l'utilisait en Afghanistan. Alors pourquoi les drones? Alors il y avait pas mal de
Il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est qui était finalement la première raison pour laquelle on utilisait des drones, c'est qu'on n'avait pas envie de sauter sur une mine. Et en fait, à l'époque, donc, je travaillais en Afghanistan sur des sites qui n'étaient pas déminés, en fait. Et du coup, donc, c'était des sites archéologiques et on devait faire les relevés de ce site-là. De ces sites-là et du coup on a utilisé pour la première fois des drones pour faire des relevés, disons, sans prendre de risques, et on s'est aperçu que c'était très très rapide. En étant un petit peu plus à l'aise après avec le pilotage, on a pu utiliser le drone comme vraiment comme un scanner, vraiment à l'échelle du paysage, c'est-à-dire que en fait, le drone peut être piloté de manière automatique et donc il va suivre effectivement des patterns réguliers en fait. Et donc en survolant les espaces, en fait, il prend des milliers d'images. Donc il vient balayer en fait un espace, il prend des milliers d'images et ces milliers d'images, après, on les traite. Alors ça, c'est la deuxième technologie qui nous intéresse, hein. Donc il y a la technologie de prise de vue d'une part et la technologie de traitement des images d'autre part. Et donc pour ça, on a contacté des gens de l'INRIA, qui est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. En fait, les Français ont une vraie expertise, les scientifiques français en fait ont une vraie expertise là-dedans. Ils ont été les premiers à découvrir un algorithme donc qui s'appelle, bon, c'est un nom anglais, mais c'est les Français c'est le SFM, c'est Structure from Motion. Donc Structure from Motion, ça veut dire comment on construit une structure à partir d'un mouvement. Donc en fait, ce qu'ils faisaient à l'époque les scientifiques, c'est qu'ils prenaient un mouvement, c'est-à-dire qu'ils prenaient un flux vidéo, c'est-à-dire je sais pas, une vidéo d'un atlas, par exemple. Voilà. On prend une séquence vidéo de l'atlas et en fait, l'ordinateur va étudier toutes les images de cette vidéo. Il va faire le lien entre les images de cette vidéo. Il va pouvoir replacer ces images dans l'espace en faisant... Bon, je vous passe les détails, mais grosso modo, il y a des algorithmes derrière qui permettent de repérer des points dans l'image. Et avec une équation, on arrive à repositionner toutes les emplacements du mouvement de la caméra, en fait, hein, qui correspondent à toutes les images qu'on a extraites de la vidéo. Et à partir de ça, une fois qu'on a replacé la caméra dans l'espace, on peut trianguler les pixels, c'est-à-dire les pixels des images, on peut les remettre dans l'espace parce qu'on prend deux images et on triangule les pixels qui viennent se replacer, en fait, sur l'atlas, quoi, grosso modo. Enfin, et donc, ce qu'on crée, c'est un nuage de points. Donc, un nuage de points qui est composé de pixels, finalement, qui sont projetés en 3 dimensions et qui reprennent la couleur et la forme de l'atlas. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais... bon, vous pourrez me poser des questions après. Bon, sur l'aspect technique. En tout cas, ça c'est une techno émergente qui a commencé à voir le jour en 2003 puis 2005 et elle s'est améliorée vers 2009 et c'est à ce moment-là en fait qu'on l'a utilisée. Donc l'idée c'était de faire la même chose avec nos photos drones en fait. Donc c'était plus du flux vidéo, hein, mais c'était effectivement des images séparées hein, que le drone prenait et ces images quand on les remettait toutes ensemble, on arrivait effectivement à recréer donc un environnement, l'environnement qu'on avait survolé. Donc ça, cette montagne, c'est une montagne en Afghanistan, c'est la toute première montagne qu'on a pu relever à ce moment-là en 2010. Et c'est un des tout premiers, je pense, modèles qui a été fait de cette manière, en fait, hein, et qui avait été fait justement en partenariat avec l'Institut national de recherche en informatique automatique et avec des drones qu'on avait bricolés sur le terrain. Donc à l'époque, on avait des espèces d'ordinateurs tout noirs, Linux, avec des lignes de commande qu'on s'est tourné la nuit, et des espèces de drones qu'on avait bricolés avec des fils partout. Et ça marchait quand même. Et on a eu à ce moment-là vachement de... on a eu déjà beaucoup d'intérêt de la part des archéologues avec qui on travaillait en Afghanistan, qui nous ont dit, bah oui, ça donne plein de réponses à des questions qu'on se pose. Et donc, on a commencé à professionnaliser un petit peu ces techniques-là, en les appliquant à ce site. Donc ce site, il est au sud de Kaboul,
Alors voilà, je vais commencer par ce site justement parce que c'est vraiment le tout premier site qu'on a relevé en 3 dimensions. Et c'est un site un petit peu particulier parce que donc c'est dans le Logar. Alors le Logar, c'est une région où il y a beaucoup de talibans. En fait, c'est une région un peu dangereuse. Normalement, on n'y va pas. Alors nous, on a pu y aller quand même parce que donc les Afghans ont sécurisé une poche à l'intérieur de la région. Pourquoi? Parce que dans cette poche, sur cette montagne, donc une poche qui entoure la montagne que vous avez vue, sur cette montagne, enfin sous cette montagne, en fait, il y a le dépôt de cuivre le plus important du monde, inexploité. Donc c'est une richesse considérable. Et du coup, le gouvernement afghan s'est dit tiens, on va exploiter ce dépôt de cuivre. Ils ont lancé un appel d'offres international. Et les Chinois ont acheté la concession pour 4 milliards de dollars, donc ça coûte cher en fait. Donc les Chinois voulaient du coup exploiter le site. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il y avait sur ce site, hein? Comme c'était un dépôt de cuivre très riche, il y a toujours eu une industrie du cuivre en fait sur cette montagne, et notamment à l'époque... à l'époque de la civilisation Kushan, qui est une civilisation bouddhique entre le 1er siècle de notre ère et le 7e siècle. Donc le site a été exploité par des moines bouddhistes qui ont construit des monastères en fait. Et ce qu'on a retrouvé sur la montagne, c'est donc des Bouddhas, comme ça, là vous voyez un Bouddha, et des monastères. On a retrouvé une dizaine de monastères avec à l'intérieur des centaines de sculptures et des décors, des stupas, donc c'est des monuments votifs. Voilà. Et donc tout ça, c'est les modèles 3D, en fait, les modèles 3D qu'on a réalisés justement lors de cette campagne. Donc là, vous avez un monastère, par exemple, avec des stupas que vous voyez là. Et là, on va rentrer dans cette salle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un stupa. C'est un reliquaire bouddhique, en fait. Donc, on a trouvé cette technique intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle permettait de numériser à la fois la montagne entière, vous avez vu, mais aussi les détails de sculpture. Et parce que grâce au drone, on arrive à maîtriser la distance de prise de vue et la précision des images, on va pouvoir avoir un modèle qui va être justement, alors ce qu'on dit multi-échelle, c'est-à-dire avec différentes échelles d'analyse, à la fois l'échelle géographique, l'échelle architecturale et l'échelle du détail archéologique. Et ça, c'était intéressant pour les archéologues parce que, en fait, bon, comme vous le savez peut-être mieux que moi, l'archéologie, c'est une science justement de la multi-échelle. C'est-à-dire qu'un détail sur une pièce de monnaie, ça peut être aussi impactant dans l'histoire que la compréhension d'un paysage sur une région entière. Et du coup, là, on offrait un outil unifié pour comprendre et confronter ces différentes échelles d'analyse, en fait. Et c'est ça, au début, qui a vraiment intéressé les archéologues qui travaillent sur ce site. Alors, sur ce site, ce qu'il faut savoir, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, bon, si je vous l'ai dit, il y avait des mines antipersonnelles un petit peu partout. C'était un ancien camp d'entraînement d'Al-Qaïda, en fait. Donc, il y avait partout des saletés, entre guillemets, qui traînaient. C'était l'ancienne cachette de Ben Laden, juste avant qu'il... Enfin, il y a une histoire assez dense dans ce site. Le Ben Laden a vécu plusieurs années dans une grotte, en fait, à l'intérieur, qui était en fait une grotte d'exploitation de la mine. Et donc les villageois et les ouvriers qui travaillaient avec nous le connaissaient, en fait, de cette époque. Et du coup, c'était compliqué parce que les villages autour, en fait, c'était des villages de talibans. Et régulièrement, en fait, il y avait des roquettes qui arrivaient sur le site parce que les talibans n'étaient pas très très contents qu'on ait que l'État afghan ait mis en fait tous ces soldats pour protéger ce site. Et du coup, il y avait des roquettes qui tombaient. Donc, on ne pouvait pas rester tranquillement sur des longues périodes sur ce site-là. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a un aspect très intéressant de ces techniques de drone, c'est que c'était très rapide. Et on ne passait en général rarement plus de 5-7 jours sur le site.
et ça permettait de gérer la sécurité beaucoup plus facilement. Hein, parce que rester donc en Afghanistan, rester 2 mois sur un site, c'est beaucoup plus dangereux parce que les choses se savent. Et du coup, il y a beaucoup plus de chances d'être enlevé en fait, par des gens mal intentionnés, quoi, grosso modo. Donc, ça nous a permis, d'éviter les mines antipersonnelles, 2, de ne pas rester trop longtemps sur le site pour éviter de se faire enlever, et ça nous permettait d'avoir quand même un relevé qui était tout à fait exploitable par les archéologues, et notamment des archéologues qui n'avaient pas forcément envie d'aller sur place. Hein, parce qu'il y a toute une communauté d'archéologues qui sont spécialistes de cette architecture bouddhique, hein, on dit gréco-bouddhique. Il y a toute une théorie autour effectivement de l'art gréco-bouddhique et ce qu'on appelle l'art du Gandhara. Et donc les gens étaient contents d'avoir une iconographie précise en fait. Hein, voilà. Et c'est là qu'on a aussi pour la première fois testé un outil qu'on a après beaucoup amélioré pour Delos, vous le verrez à la fin. Donc c'est un outil qui permettait de visualiser justement ces différentes échelles d'analyse, à la fois la montagne entière, hein, qui nous permettait de comprendre comment l'exploitation du cuivre avait été faite dans l'Antiquité, mais également chaque monastère. Donc là, on est plus dans une zone industrielle, par exemple, hein, une zone de traitement de traitement du minerai, mais on peut explorer à partir de cet outil, voilà, là, les différentes zones de la ville, donc les monastères, les habitations, les ateliers, jusqu'au détail de la fresque, parce qu'on a retrouvé aussi beaucoup de fresques. Et donc ça permettait de tout repositionner, et surtout de le partager avec nos amis qui étaient soit à Paris, soit aux États-Unis, soit en Italie, qui connaissaient bien la période, qui connaissaient bien l'art du Gandhara, mais qui n'avaient pas forcément envie d'aller sur le site, ou qui n'avaient simplement pas forcément la possibilité, parce que pour avoir les autorisations, c'était compliqué. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu le contexte dans lequel on a mis au point ces techniques. Finalement, c'était un contexte qui était très contraint, voilà, par des problèmes, des problématiques extérieures, d'environnement, etc. Mais finalement, qui nous a permis d'aller techniquement très très vite et de développer une technique finalement qui s'est avérée plus tard très utile dans beaucoup d'autres contextes. Mais le fait de l'avoir, disons, expérimenté d'abord dans des zones comme ça nous a permis de la rendre efficace très très vite. Alors, deuxième site qu'on est allé faire après en Afghanistan toujours, c'est le site de Bamiyan. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce site. Ouais, tiens, voilà. En fait, c'est le site où les Bouddhas géants ont été explosés par les talibans donc en 2001. Hein. Vous voyez les grandes niches là, hein. Dans les grandes niches, avant, il y avait des espèces de sculptures de Bouddhas gigantesques. Donc, on est toujours dans la même civilisation, hein, la civilisation Kushan. Donc c'est cet art gréco-bouddhique. Et donc l'intérêt de cette falaise, c'est qu'elle est criblée de grottes. Hein, c'est des grottes pour les moines. Donc là, on est plus entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Et la problématique que présente cette falaise, donc autant le site d'avant, le site qui s'appelle Messainak, on savait qu'il allait être complètement détruit pour justement l'exploitation de la mine. Donc on savait que ces choses allaient disparaître. Donc la numérisation était urgente et nécessaire. Autant là, les Bouddhas avaient déjà disparu, mais par contre, on avait une falaise que vous voyez là. En fait, la falaise, c'est pas de la pierre, c'est de la terre. Hein. Et en fait, la falaise disparaît. En fait, quand on passe au pied de la falaise, on voit les graviers qui tombent, en fait. Hein. Et en fait, donc petit à petit, la falaise recule et finalement fait disparaître les grottes. Donc, il y a une autre problématique de disparition qu'on a voulu documenter. Alors là, on est arrivé avec
250 kilos de matériel. Donc ça, c'était nos bagages pour 3 personnes. Donc il y avait beaucoup de choses. Donc il y avait plusieurs drones, il y avait des appareils photo particuliers. Enfin, vous verrez les dispositifs. Donc là, on arrive sur l'aéroport de Bamiyan. Donc on est au cœur de l'Afghanistan. On peut y aller qu'en avion parce que la route est dangereuse. La route est trop dangereuse. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à Kaboul, et de Kaboul, on prend les petits avions comme ça, là, et puis donc on a rempli toute la soute rien qu'à nous 3. Et qu'est-ce qu'on a utilisé donc comme matériel? On a utilisé donc d'une part les drones, mais on a aussi utilisé d'autres appareils d'imagerie un peu sophistiqués. Donc ça, c'est un appareil photo de paparazzi. Normalement, ça sert à photographier les vedettes du haut des immeubles. Donc c'est un 600 mm, donc ça nous permet d'avoir à distance une photo hyper résolue sur la zone qu'on photographie. Et cet appareil-là, enfin cet objectif-là, il est tellement lourd qu'on ne peut pas le manipuler, en fait. Enfin, on peut, mais c'est très compliqué, quoi. Il faut être plusieurs personnes. Donc, en fait, on a programmé un robot pour le manipuler. Donc, en fait, là, ce que vous voyez, le truc en noir, là, donc c'est un bras robotisé qui fait tourner l'appareil. Alors, le principe, c'est qu'en face, vous avez la falaise, qui est à 1 km, à peu près. Et donc, on va faire un panorama gigantesque avec à peu près 3000 images. Donc en fait, à chaque image, le robot bouge comme ça. Donc en fait, il quadrille en fait l'espace comme ça, tac, 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 comme ça, pendant, je sais pas, une quinzaine de minutes. Et il va prendre plus d'1 millier d'images, donc qui sont déjà des images qui sont très très résolues. Et ça nous permet d'avoir ça nous a permis d'avoir le panorama le plus résolu qui a jamais été fait en fait sur cette falaise, et d'avoir une espèce d'élévation de la falaise où on voyait tous les grains de la terre, quoi, grosso modo. Voilà. On a complété cette prise de vue par donc là par un drone. Alors ça, c'est une génération d'après ce que vous avez vu avant. Et donc c'est un multicoptère qui, lui, a scanné la falaise justement en la suivant à quelques mètres de la falaise. Et un troisième drone, donc là c'est plus un drone un type avion. Donc ça, c'est un avion qui va voler à à 100 mètres ou 200 mètres d'altitude, et qui va faire, comme je vous montrais, des patterns comme ça. Et donc l'avion permet de faire grosso modo la géographie, de couvrir la géographie du site sur plusieurs kilomètres carrés. Le drone à hélice, lui, va permettre de faire, de relier grosso modo l'élévation de la falaise au sol. Et ce dispositif-là a permis de faire spécifiquement l'élévation de la falaise à très très haute résolution. Donc ça nous a permis. Donc c'est toujours comme ça qu'on fonctionne, c'est-à-dire qu'on mélange à chaque fois différents outils de capture, qui soient les plus précis possibles, et tous ces outils mis ensemble, en fait, ça nous recrée une modélisation 3D. Alors là, vous voyez une modélisation 3D de la falaise, et tous les points blancs, c'est les prises de vue, en fait. Donc il y a des prises de vue qui sont en haut, des prises de vue qui suivent la falaise, et toutes les prises de vue que vous ne voyez pas, qui sont à l'intérieur de la falaise, c'est-à-dire qu'on a voulu rentrer dans les grottes, et à l'intérieur de la falaise, et c'est ça qui est intéressant, il y a un réseau de circulation qui est très complexe, qui relie les grottes les unes avec les autres, avec des décors, avec des peintures, et on a pu du coup reconstruire l'ensemble de la structure interne. Et ça, c'est intéressant de le faire maintenant, parce que comme je vous expliquais, comme la falaise recule, ces grottes, ces couloirs et tous ces éléments disparaissent de fait, puisque la falaise... Et on a d'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit la falaise, on a beaucoup de grottes qui n'étaient avant pas visibles de l'extérieur, en fait, qui sont visibles maintenant à cause de l'érosion de la falaise. Voilà, ça c'est le détail du modèle 3D.
Et voilà, ça c'est des images du drone, en fait, du petit avion qui montre. Donc ça, c'est tous les phénomènes d'érosion, en fait, qui font disparaître cette falaise. Voilà. Ça c'est d'autres phénomènes d'érosion. Là, on est juste au-dessus des grandes niches de Bouddha. Donc les grandes niches de Bouddha, elles vont disparaître un jour, justement par tout simplement ce phénomène d'érosion. Et il y a un autre phénomène d'érosion aussi qui est très actif, c'est la construction. Donc en fait, au pied de la falaise, il y a plein de gens qui viennent habiter, et donc du coup qui récupèrent la terre pour construire les murs, et du coup qui creusent un petit peu comme une termitière, quoi, qui viennent creuser la falaise. Donc tous ces phénomènes font que ce site, qui est un site emblématique quand même d'Afghanistan, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site, en fait, dans quelques dizaines d'années, peut-être un petit peu plus, on espère un peu plus, ne sera plus visible en fait de cette manière. Alors qu'est-ce qui se passe quand on rentre à l'intérieur de la falaise? Donc on a tous ces couloirs, comme je vous expliquais, qu'on a numérisés, voilà. Et donc on est, là on est à l'intérieur de la falaise et on donne sur la vallée en fait qui est de l'autre côté de la falaise. Voilà, là vous voyez à l'intérieur des niches en fait tout ça c'est des couloirs et on a à l'intérieur des salles comme ça avec des niches, avec souvent des décors qui sont assez jolis en fait, des stucs qui sont conservés et des décors en fait de voûtes qui sont typiques en fait de cette époque et des fresques aussi. Alors donc les visages ont toujours été détruits parce que c'est un petit peu du temps quand les talibans sont arrivés, effectivement ils ont effacé tous les visages mais il reste encore toute cette iconographie. Donc là on est encore en train de calculer ce modèle qui est un modèle gigantesque en fait, mais on en a déjà calculé une partie qu'on a redonné aux autorités afghanes, et donc on a fait ce travail en partenariat avec un artiste d'art contemporain qui lui a utilisé nos images pour faire une œuvre qui était exposée à Paris jusqu'il y a 2 semaines, et donc lui il a utilisé nos images, nos milliers d'images en fait, pour faire, en utilisant des vieux procédés d'impression photographique qu'on utilisait au 19e siècle, pour refaire justement cette série de 16 images qui représentent donc la falaise telle qu'on l'a photographiée avec le super objectif de paparazzi. Et quand on s'approche de cette image, en fait, on arrive à voir tous les détails. Donc cette image, c'est aujourd'hui la représentation physique de la falaise la plus précise qu'on ait jamais eue. Voilà. Donc tout ça pour aussi faire une parenthèse et dire que toute cette démarche scientifique, en fait, elle peut après tout à fait se connecter à une démarche connexe, qui est une démarche artistique. Et là, on est en train, par le biais de fonds justement d'art contemporain, on est en train d'essayer d'organiser une deuxième phase d'acquisition, en fait, qui serviront aussi aux archéologues. Voilà. Alors, j'en passe, mais ça, c'est les premiers travaux qu'on a fait en Afghanistan pendant un certain nombre d'années. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la guerre en Syrie a éclaté, la guerre en Irak, il y a eu de plus en plus de problèmes en fait, de destruction de patrimoine dans ces pays, en Syrie et en Irak. Et moi, comme je connaissais bien... Donc à l'époque, on était une toute petite structure, on était 2-3 personnes. Comme je connaissais bien les archéologues syriens et aussi des archéologues irakiens, on a proposé gratuitement notre aide en fait à ces gens-là, leur dire on sait que c'est un peu la panique chez vous, on vous propose au moins nos compétences, dites-nous ce qu'on peut faire, quoi, grosso modo. Et on a commencé à travailler comme ça en Irak d'abord. Alors, en Irak, qu'est-ce qu'on a fait ? En Irak, la situation était... donc, on continuait aussi les programmes en Afghanistan, mais petit à petit, en fait, chaque année ou chaque 6 mois, on rajoutait un pays pour nos travaux. Et donc, on a commencé à travailler en Irak. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'abord ? Donc, à l'époque, là, c'était en 2014 ou 2015.
Mossoul était la capitale de l'État islamique. Et on avait les sites de Nimroud, Khorsabad. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est tous les sites mésopotamiens qui sont au bord de l'Euphrate, en fait, qui étaient détruits, pillés par Daesh. Alors, on voyait régulièrement des images sur YouTube qui nous montraient justement les soldats de Daesh en train de casser à la pioche. Voilà. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les Peshmerga. Alors, les Peshmerga, c'est l'armée kurde, en fait, qui est basée à Erbil. Alors, c'était intéressant pour nous parce que c'était la zone sécure la plus proche de Mossoul, en fait. Et on leur a dit, amenez-nous sur le front, sur la zone de front. Et nous, on va envoyer des drones de cette zone-là, en fait. Hein. On va envoyer des drones. Alors, on a pris d'autres drones, à nouveau. Hein. C'est des drones qu'on n'avait pas utilisés avant. Donc, c'est ce que la personne tient là dans sa main. C'est des drones qu'on appelle des drones longue distance. Donc, c'est des drones qui sont capables de voler pendant 1h30 et de parcourir jusqu'à 200 km. Quoi. Voilà. Donc, en fait, les soldats nous ont amenés là. Donc, en fait, là, vous voyez derrière la petite colline, en fait, c'est le territoire de Daesh. Donc, ça, nous, on ne peut pas y aller, hein, parce que sinon, on ne revient pas. Donc, on s'est mis quand même un petit peu en retrait, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas non plus essuyer des tirs. Et on avait une grosse antenne. Et cette grosse antenne, en fait, elle communique avec le drone. Hein, mais elle communique avec le drone qui peut être à 30, 50 ou 100 km. Et sur l'ordinateur, on a le point. Et on sait que le drone, parce que le drone a un GPS, on sait que le drone est là. Et donc, on envoie le drone à différents points. Donc, comme ça, on a pu survoler Mossoul, on a pu survoler, Khorsabad. Khorsabad, qui est le grand site archéologique d'où proviennent les taureaux qui sont actuellement au Louvre, à la cour de Khorsabad. Et on a pu survoler Nimroud. Et donc, voilà. Donc, en fait, le drone revient. Le drone revient avec ses milliers d'images. Hein. Donc en fait, il part, on ne le voit plus, on croise les doigts, et puis au bout d'1h30, si on a de la chance, le drone revient, on ne l'a jamais perdu. Et il revient avec les images, et avec ces images, on est capable de reconstruire, en fait, donc ça c'est le site de Khorsabad, tel qu'il était, sous l'occupation de Daesh. Donc on a effectivement des blocs qui ont été sans doute sortis. Donc ça c'est des informations qu'on peut partager avec Interpol, par exemple. Et là, on a travaillé avec le Louvre pour superposer les plans d'archives que le Louvre avait en fait sur Khorsabad. Et en superposant ça avec les trous de pillage, ça permettait de savoir et de comprendre quelles zones avaient été pillées et d'imaginer le type d'objet qu'on pourrait retrouver en fait sur les marchés noirs de l'art, quoi, grosso modo. Hein. Donc ça c'était Khorsabad, et ça c'est le site de Nimroud. Donc c'est pareil, c'est un site mésopotamien. Hein. Donc ce que vous voyez là, en fait, en haut, c'est le palais principal de Nimroud qui avait été juste avant explosé en fait par Daesh. Et ce que vous voyez là, ici, c'est la ziggourate de Nimroud. Donc ça, on a fait cette prise de vue. Je pense que ça devait être fin 2015, il me semble. Et en fait, quelques semaines après, on a appris que la ziggourate, que vous voyez là, elle avait été complètement détruite au bulldozer. En fait, pourquoi ? Parce que les combattants de Daesh pensaient qu'il y avait un trésor à l'intérieur. Donc en fait, ils ont pris ils ont pris des camions, un bulldozer, etc. Et ils ont ratissé le truc. Et comme ils n'ont rien trouvé, ils ont mis effectivement des mines à l'intérieur pour faire exploser la chose. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire exploser. Donc les mines sont restées sur le terrain. Donc ce qui est intéressant, et c'est là où ce qu'on essaie de faire, nous, dans l'équipe, sur ces terrains-là, c'est d'être le plus présent le plus vite possible. C'est qu'on s'aperçoit que les choses vont tellement vite dans ces régions-là que c'est important d'agir le plus vite possible parce que
parce que bien souvent les choses disparaissent très vite, quoi. Et là, alors là, je sais pas, ouais, là il y a une vidéo, je sais pas si elle va, si on peut, je vais essayer de la faire démarrer. Et grosso modo, voilà, ça montre la ziggourate en 3D telle qu'on l'a relevée avant sa destruction, hein, donc fin 2015, et on est revenu début 2016 et pour faire le relevé 3D de la ziggourate après destruction. Donc finalement, on a finalement la dernière et la seule vue de la ziggourate avant sa destruction. Alors ça pourra servir plus tard, ça pourra servir à l'UNESCO ou aux Irakiens s'ils veulent, je sais pas, redonner le profil de la ziggourate sur le site, ou aux chercheurs qui ne pourront plus avoir la topographie précise de la ziggourate aujourd'hui parce que elle a disparu, quoi. Voilà. Et voilà. Et donc on en a profité. Ah oui, alors ça c'est ouais. Donc, comme on avait accès grâce au Peshmerga en fait à tous ces sites-là, on a profité au moment où Mossoul a été libéré. En fait, on a pu être les premiers à revenir en fait sur le territoire de Mossoul. Et là, les soldats nous ont fait visiter des galeries en fait qui avaient été creusées par les combattants de Daesh. Et en fait, dans ces galeries, ils ont retrouvé des lamassous. Donc les lamassous, c'est les taureaux monumentaux en fait mésopotamiens que les combattants de Daesh finalement avaient rencontrés sur leur passage quand ils ont creusé leurs galeries. Parce que donc, qu'est-ce qui se passe? En général, ils creusent les galeries pour se protéger des bombardements aériens. Et comme à Mossoul, effectivement, il y a de l'archéologie partout, sur plusieurs de leurs galeries, ils sont tombés sur des sites archéologiques. Et nous, à ce moment-là, on est venus numériser ces sites avant que les galeries soient bouchées, parce que maintenant les galeries ont été bouchées. Et donc on a créé un dispositif mobile de photos, d'appareils photo avec un éclairage mobile qui nous a permis d'avancer dans les galeries en fait, pas à pas, en prenant une photo chaque 50 cm, et on a pu comme ça suivre les galeries et numériser en 3D les galeries, justement, et voir au grand jour les taureaux qui étaient invisibles parce qu'ils étaient en noir complet, quoi, hein. Et donc, on a pu faire le plan et on a retrouvé des salles aussi, comme celle-là, qui reconnectaient des galeries. Et donc, après, on a pu en faire justement des images 360 justement pour aider les chercheurs à interpréter en fait ce qui avait été retrouvé. Alors ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, à partir de ces documents-là, les chercheurs ont pu faire une stratigraphie. Je ne sais pas si s'il y a un laser là ou pas, hein. Non, je sais pas. Ah si, voilà. En fait, il y a des chercheurs qui connaissaient bien le monde mésopotamien, qui ont pu, à travers ces détails-là, en fait, voir la stratigraphie du palais et dater effectivement des éléments, quoi, sans avoir à se déplacer. Donc voilà. Donc ça, c'est le travail qu'on a fait et qu'on continue en Irak maintenant. Là, je vais retourner en janvier à Mossoul, plus pour un relevé à l'échelle urbaine, en fait. Maintenant, et si on arrive à retrouver d'autres souterrains, on essaiera de les faire, mais maintenant les souterrains ont été bouchés. Et voilà. Et notre logique, c'est vraiment d'avancer dès qu'un territoire est disponible, en fait, d'aller sur ce territoire, de faire ces opérations d'urgence et de ramener les données numériques et de faire en sorte que les spécialistes puissent les étudier, quoi. Voilà. Alors, deuxième pays dans lequel on a beaucoup travaillé, c'est la Syrie. Donc, alors la Syrie, c'est un pays qui est hyper fermé, hein, c'est compliqué d'y aller. Et en fait, donc, ce qu'on a fait, donc moi j'avais des relations avec vraiment des archéologues syriens depuis longtemps parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années avant le conflit. Et donc, moi, je leur ai proposé, je leur ai dit, voilà, écoutez, on peut faire ce que vous voulez, voilà, pour vous aider. Et eux m'ont proposé au début de travailler à distance. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, non, c'est pas possible que tu ailles en Syrie parce que tu n'auras jamais ton visa.
Par contre, tu peux nous aider à distance à travailler. Donc là ce qu'on a utilisé, on a proposé à une équipe d'archéologues d'aller prendre par eux-mêmes les images. Donc on a commencé sur le Krach des Chevaliers. Alors le Krach des Chevaliers, c'est une citadelle croisée qui est une des plus grandes citadelles du Proche-Orient. Et on a demandé à une petite équipe d'aller sur place pour prendre des images. On a donné à la petite équipe, on a donné un espèce de tutoriel qui leur expliquait comment prendre les photos, quoi. Et ça, c'est des choses qu'on peut imaginer complètement faire aussi avec des archéologues qui travaillent partout, quoi, je veux dire. Parce que, en fait, l'acquisition des données est devenue assez simple, finalement. Enfin, les protocoles d'acquisition sont devenus assez simples. Donc, c'est possible à distance d'expliquer aux gens comment prendre les images. Et c'est ça qui est intéressant dans cette technologie, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir des appareils très compliqués. Là, au début, les gens travaillaient uniquement avec leurs appareils photo, quoi, hein. Enfin, leur téléphone, je veux dire, simplement. Et donc, on leur a dit, prenez des photos dans ce sens-là, pas dans ce sens-là, faites plutôt ci, faites plutôt ça. Et on a pu, avec les premières images, on a pu déjà reconstruire une partie du Krach des Chevaliers. Alors une partie qui n'était pas complète, parce que forcément c'était pas complètement parfait, mais on a réussi déjà à leur montrer un premier résultat. Donc ça les a vachement motivés. On leur a dit bon, c'est bien, mais c'est pas parfait. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout ça se faisait par Skype à distance en fait, hein. On leur envoyait des plans comme ça, on leur disait regardez, faites des photos par ici parce qu'il en manque, par là parce qu'il en manque, etc. Et donc ils revenaient sur place, ils refaisaient des images qui nous renvoyaient, etc. Et donc on avait monté une espèce de logique itérative en fait, de création d'un modèle qui s'améliorait en fait de saison en saison, enfin de semaine en semaine, à chaque fois qu'on avait des nouveaux lots d'images qui arrivaient. Donc ça aussi, c'est une propriété intéressante de cette technique, c'est qu'elle est très souple et qu'elle permet de travailler avec une logique additive, quoi, grosso modo, hein, une logique itérative, hein. Voilà, donc la deuxième fois, la troisième fois, on avait des modèles plus complets. Là, c'est le modèle, on a commencé à avoir des intérieurs. Donc tout ça, c'est les modèles 3D qu'on a reconstruits grâce à leurs images. Voilà, ça, c'est des intérieurs qu'ils ont fait intégralement. Donc c'est quelque chose qui n'est pas... Enfin, c'est nous qui avons fait le traitement 3D, grosso modo, mais c'est eux qui ont fait l'acquisition. Et donc, c'est des choses qui sont justement vraiment à portée de main pour les gens qui veulent bien comprendre et bien s'y mettre. Et ça, c'est le dernier modèle qu'on a fait avec toutes leurs images combinées, hein. Donc là, vous avez... donc ça, c'est l'ensemble de la citadelle. Donc c'est un modèle qui est assez complet quand même, hein, qu'ils ont réussi à faire. Avec effectivement les détails de pierre à pierre un petit peu partout. Et donc ce modèle, une fois qu'on l'a complété, entre guillemets, on s'est dit c'est intéressant en fait. Donc cette citadelle, elle avait été bombardée, hein, alors c'était en 2013, je crois qu'elle a été bombardée. Et donc on leur a proposé, enfin donc on a fait ça en partenariat avec la direction générale des antiquités des musées de Syrie, hein, et c'est les archéologues qui allaient sur le terrain avec leur propre téléphone, leurs propres appareils photo pour faire les images. Et on a dit c'est bien, on a un bon constat d'état du monument tel qu'il est aujourd'hui, mais maintenant ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir l'état d'avant, c'est-à-dire avant les bombardements, hein, pour pouvoir comparer exactement les choses qui ont été détruites. Alors en fait, ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a créé un programme qui va aspirer en fait sur Internet automatiquement toutes les images sur un thème. Voilà. Et donc le thème là, c'était le Krach des Chevaliers. Et grosso modo, il y a plein de gens,
des touristes dans les années 2000, 2010 qui ont visité la citadelle, qui sont pris en photo devant la citadelle, qui ont pris des photos, etc., et qui les ont mis sur des blogs ou qui les ont mis sur, je sais pas quoi, Instagram ou des trucs comme ça. Et du coup, notre outil nous a permis de downloader automatiquement toutes ces images. Donc on a très vite eu plusieurs milliers d'images du Krach des Chevaliers prises, pas par nous, mais par des touristes avant la guerre, et qui n'avaient absolument pas été faits pour faire de la numérisation 3D. Et on a pu retraiter ces images pour reconstruire en partie, alors des zones, alors malheureusement on n'avait pas tout forcément, mais des zones du Krach et les superposer au modèle qu'on avait. Et ça par exemple, donc ça c'est juste une comparaison d'une petite partie tel qu'il était avant donc le Krach avant les bombardements, et ça juste après les bombardements. Et donc on a pu faire un pierre à pierre assez précis pour voir exactement toutes les dégradations qui étaient récentes. Donc c'est ça qui est intéressant avec ces techniques, c'est en tirant parti comment dire, déjà de savoir-faire, de la volonté des archéologues d'une part, et en même temps des big data d'Internet et des touristes qui ont visité le site avant, finalement on peut travailler sans vraiment se déplacer, quoi, grosso modo. Alors c'est pas le but toujours, parce que du coup les données en général sont de moins bonne qualité, parce qu'on n'a pas forcément tous les outils, les appareillages que nous, on peut déployer sur le terrain, comme vous avez vu avant en Afghanistan, mais ça permet d'avoir des informations suffisantes en fait, pour faire des analyses architecturales, des analyses de dégradation, des analyses qui permettent déjà d'avoir une idée de l'évolution de la maçonnerie à travers le temps. Voilà. Donc à travers ce premier travail, donc les archéologues syriens ont vu que c'était utile, etc. Et donc après, ils sont démenés pour essayer de faire en sorte que j'ai un visa pour pouvoir aller en Syrie. Et donc j'ai pu, à partir de là, aller sur le terrain, ce qui était beaucoup plus simple, d'une part pour faire la formation, parce que du coup on a formé une équipe à prendre les images de manière beaucoup plus précise, et puis d'autre part de faire des acquisitions nous-mêmes. Alors nous, on avait interdiction totale d'amener des drones sur place, parce que donc ils ont très très peur qu'on fasse du renseignement, etc. Donc en fait on s'est démerdé, on a trouvé des opérateurs locaux, etc. Mais on a pu organiser assez vite en fait une équipe opérationnelle sur le terrain en Syrie, qui restait en Syrie et qui était pilotée en fait. Alors soit on allait avec eux et soit on pouvait aussi lancer du coup des missions sans qu'on ait à se déplacer nous-mêmes. Et donc quelques jours avant la libération, donc il y a eu les événements autour de Palmyre qui préoccupaient tout le monde, donc les destructions de Palmyre, etc. Et quelques jours avant la fin de la bataille de Palmyre, le directeur des antiquités de Syrie m'a appelé en me disant prends un billet pour demain parce que grosso modo, Palmyre va redevenir accessible, donc il faut qu'on organise une opération commando à Palmyre. Donc en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un billet pour le lendemain, et on s'est retrouvé donc à être les tout premiers en fait à arriver à Palmyre après le départ de Daesh. Alors là encore, pourquoi c'est vraiment important d'être là, vraiment le plus vite possible, c'est que dans ces contextes-là, ce qui se passe, c'est que c'est le flou artistique, c'est le chaos en général, et il peut se passer n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est là que les objets disparaissent, c'est là qu'il y a des dégradations qui peuvent être commises, etc. Et donc, nous, notre idée, c'était de numériser le plus précisément l'ensemble du site dans son état de destruction, pour qu'après, effectivement, on ne puisse pas soit continuer la dégradation, soit perpétuer des vols sur les éléments qui restaient. Et donc, on a commencé, ça c'est le temple de Bel, en fait, qui a été complètement détruit, mais on a commencé à travailler sur le musée. En fait, le musée de Palmyre a été visé par pas mal de plusieurs missiles, des missiles russes là, qu'on traversait. Et puis, avant, il a été complètement pillé par Daesh, mais complètement pillé. Et donc, nous, on a dit, donc on a été les tout premiers à re-rentrer là-dedans, tout était en vrac par terre, et on a dit, non, ne rangez pas, ne faites rien, on numérise tout en 3D, et après, vous pouvez ranger. Mais on numérise tout d'abord.
Pourquoi? Parce que donc ça c'est une 3D en fait qu'on a faite du musée. Donc on a tout en vrac. Voilà, ça c'est une vue zénitale de la 3D. Donc on a à la fois des morceaux de faux plafond qui sont tombés, on a les œuvres, les sculptures palmyréennes qui sont cassées par terre, qui ont été détruites par justement les soldats de Daesh. On a des trous dans le plancher qui sont dus à des missiles, quoi. Et donc on a tout en vrac, quoi, grosso modo. Et dans ce vrac général, c'est très facile. Il y avait des petites têtes par terre, de magnifiques, de statuaires funéraires palmyréennes. Donc l'idée, c'est qu'en quelques heures, on a tout gelé, quoi, en images. Et donc 2 jours plus tard, tout avait été rangé, parce que l'urgence, c'était de sécuriser les œuvres, de les mettre dans des zones en boîte, quoi, grosso modo, et de les ramener le plus vite possible à Damas, pour qu'elles soient dans les réserves du musée de Damas. Mais on avait tout en place, et du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est déjà voir s'il y a des œuvres qui ont disparu, ou pas. Si oui, essayer de trouver qui les a fait disparaître. Donc ça, c'est un point important. Ça va nous permettre aussi de comprendre comment le musée a été détruit. C'est-à-dire comment Daesh a détruit le musée, pourquoi. Il y a des objets qui ont bougé d'une salle à l'autre, on ne sait pas pourquoi. On sait qu'au sous-sol du musée, en fait, ils avaient transformé le sous-sol du musée en tribunal. Et en fait, ce qui se passait, je crois, les histoires traînent, mais ce qui se passait, c'est qu'ils disaient que certains condamnés de ce tribunal étaient obligés d'aller casser des œuvres. Il y avait des histoires comme ça. On aimerait comprendre en fait ces mécaniques de la destruction, et on pense que ce type de documentation, un petit peu comme de la documentation de la police scientifique, grosso modo, on essaie de documenter un drame de manière la plus précise possible, on essaie de comprendre comment ça s'est passé. Bon, ça, ce sera plutôt pour le futur, c'est des réflexions qu'on aura avec l'UNESCO ou avec Interpol ou avec des gens comme ça, mais en fait, ça fait partie de l'histoire aussi. C'est de l'archéologie très récente, mais ça reste de l'archéologie aussi. C'est une phase de destruction qui était violente, et qui convient de documenter au même titre que le reste de l'archéologie. Alors, en fait, on a pris aussi la décision de documenter les monuments qui n'étaient pas détruits. Donc là, c'est par exemple le théâtre. Et en fait, c'était une bonne idée, parce que 6 mois plus tard, Daesh est revenu. Et ils ont redétruit les monuments, alors le théâtre notamment. Enfin, ils ont redétruit 2 monuments, c'est-à-dire le théâtre et le tétrapile. Et heureusement, c'était 2 monuments qu'on avait, décidé de documenter quand même en plus, quoi. Et alors, personne ne le pensait à l'époque, en fait, qu'ils allaient revenir. Mais voilà, c'est arrivé comme ça. Donc là encore, c'est pour dire qu'être là... en faire le plus possible, le plus vite possible, en fait, derrière, c'est important, parce qu'on s'aperçoit que déjà, on n'a pas beaucoup d'années d'existence. L'entreprise a été créée en 2013, mais il y a déjà plusieurs sites archéologiques qu'on a numérisés en 3D qui aujourd'hui soit ont été complètement dégradés, soit... n'existe plus, voilà. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de tout documenter, ce qui était détruit, ce qui n'était pas détruit, et aussi principalement les grands monuments qui avaient été détruits, comme le temple, ça c'est le temple de Bel. Alors l'idée c'était vraiment de faire un état des lieux précis, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations, et notamment de récupération politique en fait de cette question de la destruction et de la reconstruction, etc. Enfin, on était dans un débat qui était assez malsain. Et l'idée, c'est plus on produit effectivement de documentation objective, entre guillemets, c'est-à-dire documentation photographique, 3D, etc., plus on arrivera à alimenter de manière assez saine en fait, le débat d'experts, le débat d'UNESCO, parce que certains disaient que tout était détruit, d'autres disaient que non, en fait, on pouvait tout reconstruire parce que les blocs étaient... Voilà. En fait, rien n'est vraiment vrai. C'est toujours... Il y a beaucoup de blocs qui ont été détruits, mais il y a des blocs qui ont été conservés. On peut imaginer faire une reconstruction de certaines parties du temple, etc. Après, voilà. Donc ça, l'idée, c'est d'alimenter vraiment
ce débat et puis de savoir comment on peut, comment on peut imaginer un futur, quoi. Deuxième chose, en fait, malheureusement pour le temple de Bel, on est arrivé trop tard. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a fait un petit peu comme avec le crack des chevaliers, c'est-à-dire on s'est dit, tiens, on va prendre des images anciennes. Et en fait, donc les techniques de photogrammétrie, les algorithmes que je vous expliquais là, avec la classe tout à l'heure, ça marche aussi avec les vieilles images. C'est-à-dire que vous avez une série de vieilles images d'un monument, et ça pourrait être très intéressant pour la Grèce, où on a une richesse iconographique énorme en fait sur la représentation à la fois en dessin et en photographie des sites archéologiques. Et donc là, heureusement, Palmyre aussi, on avait beaucoup de données, parce que des architectes, des archéologues y avaient travaillé depuis les années 30. Et donc on est allé plonger un petit peu dans ces données-là. Et on les a rentrées dans nos algorithmes, dans nos logiciels, pour en sortir en fait un volume 3D du temple tel qu'il était avant sa destruction. Et en fait, ce qui est intéressant, alors là, par exemple, on a reconstruit le temple uniquement à partir de photos et de dessins des années 30, en fait. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs générations d'images. Donc, on a pu reconstruire plusieurs temples de Bel, finalement, à différents moments. Et on a pu voir, finalement, que le temple de Bel, c'était pas forcément un monument statique, qu'il a subi beaucoup de restauration, de reconstruction, de réinterprétation, etc. Et donc, on s'est aperçu que ça nous permettait de faire finalement aussi l'histoire d'un monument. Outre le fait de sa disparition tragique, quoi, grosso modo, on peut mieux comprendre finalement un monument dans le temps et dans l'espace, en fait, en utilisant ces technologies-là. Et en fait, donc, ce temple de Bel, reconstruit virtuellement. Après, on a pu le superposer. Alors là, vous avez l'enceinte avec le temple au milieu, et on a pu le superposer au temple de Bel tel qu'il est aujourd'hui. Alors, c'est intéressant aussi de faire ça. Donc, dans le modèle 3D. Donc là, c'est la dernière étape qu'on superpose finalement. C'est intéressant parce qu'on peut voir, effectivement, on peut reconnaître les blocs. Par exemple, tiens, ce bloc-là, il vient d'ici. Ce bloc-là, je sais pas quoi. Et on peut refaire des liens en fait entre les blocs qui sont par terre, souvent cassés, mais pas toujours cassés, et les blocs tels qu'ils sont sur le temple lui-même, en fait. Voilà. On a fait ça un peu plus précisément sur l'arche monumentale. Ça, c'est l'arche monumentale de Palmyre. On a pu faire une simulation de destruction, en fait, parce qu'on a retrouvé tous les blocs. On a numérisé et retrouvé tous les blocs au sol. Et du coup, on a pu retrouver le lien avec les blocs en place, et on a pu essayer de simuler la destruction. Donc ça, c'était intéressant. Et aujourd'hui, justement, on a chez nous, dans notre équipe, une architecte qui travaille justement vraiment pour très précisément faire la base de données de tous les blocs qui sont cassés, qui sont tombés, distinguer les blocs qui sont cassés, ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont fragilisés, blablabla. Et ça permet à distance de faire un travail quand même assez approfondi qui va permettre au moins de voir à quel point la restauration est possible, pas possible, difficile, compliquée ou facile, quoi, grosso modo. Et donc, voilà. Et on est en train d'utiliser vraiment la 3D comme système de base de données qui permettent d'anticiper en fait des travaux d'anastylose, quoi. Enfin, c'est vraiment de l'anastylose numérique pour le coup, mais qui permet de préparer un travail de terrain, alors qu'aura lieu ou pas. D'ailleurs, c'est sans doute pas aujourd'hui le moment de restaurer l'arche. Il y a peut-être des choses plus urgentes à faire en Syrie, mais au moins on a aujourd'hui toute la documentation et voilà, les moyens de faire ça assez facilement. Enfin, facilement. En tout cas, de faciliter ce travail. Voilà. Alors, un autre gros chantier qu'on a fait en Syrie, c'est la ville d'Alep. Alors, la ville d'Alep, en fait, c'était, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais
C'était une des plus belles villes du Proche-Orient, hein, avec des souks qui font des kilomètres et des kilomètres, avec une citadelle incroyable, avec des mosquées, etc., etc. Alors elle a beaucoup souffert de la guerre. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que les combats d'Alep, en fait, se sont terminés en décembre dernier. Et alors ça, c'est compliqué, une ville. C'est plus compliqué qu'un monument, une ville. Bah, déjà, c'est plus grand. Mais en même temps, le problème, c'est que une fois que les combats sont terminés, les gens se réinstallent dans la ville. Et du coup, bah, ils font des travaux, ils font des machins, ils réparent les choses, etc. Et là encore, l'urgence, la notion d'urgence est fondamentale, parce que dès que les combats s'arrêtent, la ville se transforme, en fait. On enlève les débris, on reconstruit, etc. Donc là aussi, c'était fondamental d'être juste après les combats, de pouvoir faire la numérisation de la ville. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Alors, avec différentes techniques. Bon, on a utilisé des drones pour faire l'ensemble de la ville. On a utilisé des perches, des appareils photo, des choses comme ça pour les débris. Mais disons que le gros du travail, ça a été d'abord un relevé extensif de tout le centre historique. Donc là, vous avez à peu près les limites du centre historique. Et ce que vous voyez en couleur, donc ça, c'est notre modèle 3D. Et en noir et blanc, c'est une photo satellite, en fait, hein, qu'on a repositionné sur une photo satellite. Et donc, voilà, ça, c'est le modèle 3D. Donc, on a la citadelle au milieu. Et donc, tout ça, c'est destruction intensive, ici aussi. Là, il y a la mosquée des Omeyyades. Il y a tous les souks qui sont ici et qui sont détruits. Et donc, ce qui était intéressant, c'est dès les premiers jours de faire ce travail-là, parce que tous ces tissus urbains, en fait, ils sont des habitations. Aujourd'hui, il y a des gens qui reviennent. Enfin, aujourd'hui, depuis plus de 6 mois, il y a des gens qui reviennent et qui reconstruisent. Et forcément, eux ne se posent pas la question de la pertinence historique de leur reconstruction, quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y ait pas de pluie qui leur tombe dessus. Et donc, voilà, c'est sauvage. En même temps, on ne va pas leur empêcher de se construire un toit parce que au nom de je sais pas quoi, hein, mais du coup c'était important d'en avoir une trace, hein, d'avoir une trace des destructions, hein, au bon moment. Et bon voilà, ça c'est un petit peu des images pour voir le type de destruction. Donc il y a beaucoup de coupoles de mosquées qui sont tombées. On a donc là vous avez la mosquée des Omeyyades, en fait, qui est la grande mosquée d'Alep et qui a perdu son minaret, hein, qui était un très beau minaret, qui s'est effondré. Et tous les souks que vous voyez ici, donc ça c'est les souks, en fait, hein, c'est kilomètres de souks, et donc ont été bombardés, hein. Voilà, et qui n'existe quasiment plus, enfin sur une grande partie du périmètre. Et alors ça, c'est encore plus impressionnant. Ça, c'est peut-être les destructions les plus impressionnantes que j'ai jamais vues. C'est en fait le système, c'est qu'en fait on creuse des tunnels, sous la terre, et puis on met une charge explosive énorme à l'intérieur du tunnel. On part du tunnel et puis on allume l'explosif et donc là ça crée une détonation qui est si puissante qu'elle emporte complètement un îlot urbain quasiment. Vous voyez un petit peu l'échelle des rues, l'échelle des bâtiments. Et donc là maintenant, là il y avait un bâtiment, hein, tout ça c'était construit. Et en fait maintenant il y a un cratère qui fait 60 mètres de long pour 50 mètres de profondeur. Et donc là, il n'y a plus aucune chance de retrouver quoi que ce soit en fait du monument. Tout a volé en éclats. Et d'ailleurs, on a des vidéos de ces explosions qui sont très impressionnantes. Ça crée un panache de fumée de plusieurs centaines de mètres de haut. Et donc voilà. Donc on a réussi à faire un petit peu une typologie des destructions, hein. Il y a les bombardements, il y a les explosions souterraines, il y a des destructions un petit peu plus locales, etc. Et on est actuellement en train d'étudier en fait les natures des destructions, de les caractériser en fonction des quartiers, en fonction des monuments, quoi, grosso modo, hein. Voilà. Et voilà. Et un par un, les différents monuments. Donc ça, c'est la citadelle. Donc on a fait les 3D de la citadelle. Après, sur lequel on peut faire des études un peu plus approfondies. Ça, c'est l'intérieur de la citadelle. La citadelle qui n'a pas été trop détruite, heureusement. Ça, c'est la grande mosquée. Donc la grande mosquée, alors la grosse destruction, c'était le minaret de la grande mosquée, hein. Voilà, voilà, tout ça, c'est le minaret qui s'est effondré.
ça, c'est les souks. Alors, pour les souks, on a utilisé une autre technique, en fait, hein, parce que les drones ne peuvent pas rentrer à l'intérieur des souks. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, en fait? On a utilisé un dispositif mobile, le même qu'on avait utilisé à Mossoul, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc, dans les souterrains de Mossoul, là, on a retrouvé les taureaux, les lamassous. Hein. Donc, en fait, on a plusieurs appareils photo accrochés à une espèce de perche, je sais pas quoi, avec des dispositifs de lumière. Donc, en avançant dans les souks, en fait, on génère comme ça ce modèle 3D. Hein. Et ça, c'est très rapide, et donc ça permet effectivement de faire à la fois l'aérien et l'intérieur. Et donc pour les souks, c'était important. Après, vous avez un modèle 3D comme ça. Hein, donc ça, c'est le modèle 3D. Et vous pouvez le découper, enfin faire ce que vous voulez après. Et donc c'est important parce qu'on voit... les souks ont été brûlés, ont été pillés, donc on voit tous les débris un petit peu comme dans le musée de Palmyre, hein, et ça nous permet aussi de comprendre comment les souks ont été détruits, les différentes phases de destruction, etc. Hein, voilà. Et en plus, ça va être intéressant parce qu'en fait, le cadastre a brûlé. Donc on ne sait plus à qui sont les choses, quoi, grosso modo aujourd'hui, à Alep, et ça a une valeur énorme parce que Alep c'est quand même une grosse ville et du coup ça va aider aussi à refaire une planimétrie précise pour essayer de comprendre et de faire de voir à qui appartiennent les choses, quoi, grosso modo. Hein. Voilà. Et après, on peut faire des coupes, donc sur ces modèles 3D, on peut faire des coupes architecturales, et étudier les différentes destructions. Voilà, ça c'est des destructions sévères par exemple, et après il y a des destructions de surface. Et en fait, on a des architectes qui travaillent dessus, du coup, sur ces numérisations qu'on a fait là aussi en quelques jours. Hein, mais après, effectivement, pendant des semaines et des mois, les gens peuvent travailler pour essayer de faire une étude architecturale, archéologique, en fait, de l'état du bâti, quoi. Voilà. Hein, voilà. Donc voilà, ça c'est des images du modèle 3D du souk. Hein. Alors je sais pas, ça normalement c'est une vidéo, mais je sais pas si ça. Ah non, c'est peut-être la prochaine, la vidéo. Ouais, c'est les vidéos qui sont un peu lourdes visiblement, ça bloque un peu. Et voilà. Et donc voilà, pour vous dire qu'en quelques jours, c'est possible aussi maintenant aujourd'hui de travailler à une échelle beaucoup plus vaste, c'est-à-dire à une échelle urbaine. Après, le traitement des données peuvent prendre des semaines et des mois, surtout l'interprétation, la compréhension des données en fait. Mais la phase d'acquisition, c'est une phase qui est très rapide. Et c'est là où c'est intéressant, justement, notre travail peut être intéressant avec... en combinaison avec le temps de l'étude de l'archéologue, c'est-à-dire que nous, on peut traiter des données très rapidement qui après peuvent être interprétées de manière beaucoup plus approfondie, quoi, en lien avec toutes les thématiques, les problématiques archéologiques, quoi, voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est juste pour vous dire. Donc ça, c'est tout le travail qu'on fait sur les terrains en guerre. Donc qu'on pense être utile, donc on met beaucoup d'énergie là-dedans et on essaie de faire en sorte que... Donc on travaille beaucoup avec l'UNESCO, on travaille avec beaucoup de grandes organisations internationales pour mener à bien ça. Le truc, c'est qu'on n'est pas encore assez entendu, c'est-à-dire qu'on est encore beaucoup en mode non-profit en fait sur ce type de projet. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas beaucoup de fonds parce que c'est des pays qui craignent, les gens ne veulent pas investir, etc. Mais on essaye de continuer de garder une activité en fait, hein, dans ces pays-là. Et en parallèle, donc, on développe aussi ces techniques. On a vu qu'elles étaient aussi utiles pour des problématiques archéologiques dans des lieux qui sont beaucoup plus tranquilles. Et dans ces cas-là, donc l'idée c'est de plus de travailler avec les archéologues pour construire des méthodologies, quoi, hein, et essayer de faire en sorte que on tire parti du potentiel de ces données-là pour faire avancer la connaissance et la recherche. Donc le premier gros travail qu'on avait fait, c'était alors je ne sais pas si c'est ça ou si c'est ça, c'était à Pompéi. Alors je sais pas comment on avance là. Ouais, voilà. En fait, voilà, ça c'est le modèle de Pompéi 3D. Donc ça on l'avait fait en 2014, donc on l'avait fait déjà. On l'avait fait en partenariat avec l'École normale supérieure.
l'INRIA, qui est l'Institut de recherche en informatique avec qui on travaille, et Microsoft Research, qui est un département de Microsoft en fait, qui travaille sur des trucs un peu nouveaux. Et en fait, donc en 3 semaines, on a fait la numérisation 3D de l'ensemble de Pompéi, qui était finalement la première numérisation de Pompéi, et qui permettait de voir effectivement assez précisément tous les îlots, tous les monuments, à la fois à l'échelle de l'urbanisme, mais aussi à l'échelle de la maçonnerie, de l'architecture, etc. Et ça a permis d'avoir une approche un peu nouvelle dans la connaissance de Pompéi, parce qu'on a pu faire des liens, par exemple, entre les natures de maçonnerie et la position du monument dans la ville, par exemple. Enfin, on a pu faire des connexions qui étaient un petit peu nouvelles, qu'on ne pouvait pas faire avant aussi facilement, quoi, hein. Et on a pu aussi travailler sur... alors, je vais vous avancer parce que c'est peut-être... on a pu travailler justement avec toutes les archives. Je ne sais pas si on y arrive. Avec toutes les archives de Pompéi. Alors, bon, Pompéi, c'est un des tout premiers sites qui a été étudié, qui a été fouillé, en fait. Donc, les fouilles ont commencé à la fin du XVIIIe siècle. Et notamment donc, sur la villa Diomède, en fait, qui est une des premières villas qui a été fouillée à Pompéi, donc fin XVIIIe siècle. Et donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que il n'y a plus beaucoup de choses parce que tout a été fouillé. Mais par contre, sur place, il y a les murs, hein, quand même. On peut faire de l'archéologie du bâti. Mais par contre, on a beaucoup de documentation ancienne, hein, de documentation du XVIIIe et du XIXe siècle. Documentation graphique, carnet de fouilles, etc. Et donc l'idée, c'est de se servir vraiment du modèle 3D comme un support pour repositionner dans l'espace toutes ces documentations. Alors, ces aquarelles, c'est des dessins, c'est vieilles photographies de 1850, c'est des crobards sortis de carnet de fouilles de je sais pas qui a fait la fouille je sais plus quand. Enfin, voilà. Et l'idée, c'est de se servir de l'ossature architecturale, le modèle 3D, comme base, finalement comme base dans l'espace pour classifier en fait une documentation qui est abondante. Et du coup, quand on a besoin d'avoir une information sur un secteur en particulier, on sait que sur ce secteur, il y a tant de documents, quoi. Donc, on a mis aussi les documents des archéologues qui bossaient aujourd'hui sur le site, on les a superposés. Et après, on a mis aussi la phase de la restitution, en fait, parce que l'idée, c'est qu'en superposant toutes ces documentations, on a pu repositionner pas mal de fresques, en fait, qui avaient disparu, parce que la problématique à Pompéi, c'est que y a beaucoup de fresques qui ont été retrouvées au 19e siècle ou fin 18e qui aujourd'hui ne sont plus visibles, soit parce qu'elles ont été déplacées, soit parce qu'elles sont effacées, mais elles sont encore sur les aquarelles des architectes ou des archéologues. Donc on a pu repositionner tout ça dans l'espace et arriver à faire, disons, une restitution un peu plausible. Et là, pour la petite anecdote, alors je ne sais pas si j'ai un peu de temps encore, mais en fait, c'est intéressant. Ce qui nous a le plus intéressé là-dedans, c'était d'étudier les erreurs de la documentation. C'est-à-dire que dans les plans, dans les perspectives, il y a des erreurs. Et quand on les replace sur le modèle 3D, on arrive à analyser la nature de ces erreurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu, par exemple, qu'il y avait des perspectives qui avaient l'air justes, mais en fait, qui ne collaient pas du tout dans le modèle. Elles avaient l'air justes parce qu'elles avaient un point de fuite, des lignes, tout paraissait cohérent, mais elles ne rentraient pas dans le modèle. Et ça voulait dire que la perspective a été faite en atelier. Elle n'avait pas été faite sur place. En fait, elle avait été redessinée complètement avec des proportions qui étaient complètement fausses, mais qui se voyaient très difficilement en regardant la perspective. Mais on a pu le voir en essayant de superposer de manière géométrique la perspective au modèle 3D. Et ça nous a aidé parce qu'on a pu disqualifier un certain nombre de documentations finalement qui n'avaient pas été faites sur place et qui effectivement avaient des détails qui étaient faux, qui n'étaient pas vrais, qui avaient été inventés parce qu'ils avaient été refaits en atelier, et de requalifier des dessins qui pour le coup étaient justes, qu'on savait qu'ils avaient été sur place, qui pouvaient être faux, mais dont on savait qu'ils avaient été sur place. Par exemple, on avait des dessins qui avaient 2 systèmes perspectifs
qui était dans 2 parties de l'image, quoi, grosso modo. Ça, c'est tout simplement parce que la personne qui dessinait a bougé au milieu de son dessin, quoi, grosso modo. Et donc, on peut refaire assez précisément, grâce à ces analyses géométriques, les conditions de production en fait, de ces documentations graphiques et de refaire finalement une historiographie très précise, en fait. Hein. Et on a vu qu'aussi, il y avait des erreurs qui passaient d'un document à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui faisait une perspective, qui a fait la même erreur qu'une perspective qui avait été faite 10 ans avant. Donc on sait qu'il a utilisé la perspective de l'architecte antérieur pour faire sa nouvelle perspective. Et donc on sait qu'on n'aura pas d'informations archéologiques nouvelles sur cette perspective. Enfin, voilà. Il y a toute une réflexion qui a pu être faite sur l'évaluation de la véracité des documents grâce à ces analyses dimensionnelles, on va dire, et géométriques. Voilà. Et puis je termine par quelque chose que vous connaissez mieux. Donc ça, c'est la mission qu'on a fait à Delos. Donc c'était l'année dernière ou il y a 1 an et demi, je ne sais plus. Donc pareil, on a utilisé différents outils. Donc ça, c'est le petit avion qu'on avait également en Afghanistan, le drone, puis la photo au sol, etc. On a fait, je sais pas, quelque chose comme 30 000 images. Voilà, ça c'est une image du drone. Et donc on a reconstruit un modèle 3D qui est effectivement le modèle total de l'île, donc qui est un modèle très très lourd. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé et perfectionné l'outil qu'on avait utilisé en Afghanistan, qui permet effectivement d'aller voir tous les détails de manière assez simple. Alors ça, c'est un outil qui fonctionne uniquement avec des technologies Internet, hein, donc on n'a pas besoin d'avoir des logiciels compliqués pour l'utiliser. Et le principe, c'est qu'on va charger juste les zones dont on a besoin. En fait, on a une base de données avec toutes les données quelque part, et quand on navigue, en fait, l'ordinateur va chercher les données. Voilà, il va downloader au fur et à mesure, en fait, les données dans lesquelles on est. Donc, c'est ça qui nous permet de manipuler simplement un nuage de points. Donc, ça, c'est un nuage de points. En fait, c'est plein de petits points dans l'espace qui comprend plusieurs milliards de points, quoi. Donc, c'est beaucoup. Et donc les ordinateurs aujourd'hui, il n'y a que des ordinateurs super puissants qui arrivent à visualiser ça d'un coup. Mais par contre, avec cette technique, on peut, avec des ordinateurs portables, en fait, visualiser facilement. Voilà. Et voilà. Et en fait, donc l'idée, c'est que on en a fait un outil. Je n'arrive pas à avancer dans la vidéo, donc je vais vous parler un petit peu plus du modèle avant de voir l'outil. Enfin, grosso modo, il y a une barre d'outils avec des éléments qu'on verra un petit peu plus tard. Mais donc là, pour vous donner une idée, grosso modo, les zones d'architecture, elles ont été numérisées à peu près au millimètre, c'est-à-dire il y a 1 point par millimètre, donc ça permet de voir très facilement, enfin assez clairement quand même la nature de la maçonnerie, le type de construction, donc ça permet de faire des analyses d'architecture. Alors c'est jamais aussi précis que quand on est sur le terrain, hein, mais ça permet quand même de vérifier pas mal de choses. Et donc sur les zones qui sont des zones qui sont moins des zones qui ne sont pas forcément des zones archéologiques, là on est à peu près à 1 pixel pour 5 cm. Donc c'est-à-dire pour les zones de roche, par exemple, ou les zones de végétation. Donc 1 pixel par 5 cm, ça vous permet de faire une topographie qui est très très fine, mais ça ne va pas nous permettre de voir tous les détails comme on le voit dans l'architecture. Donc l'idée, c'est de hiérarchiser vraiment les données dont on a besoin dès le moment de la prise de vue, en fait, hein, pour pouvoir effectivement avoir beaucoup d'informations. Là, on a besoin d'avoir beaucoup d'informations, en avoir moins là où c'est moins nécessaire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à afficher et le premier plan et aussi les montagnes de dernier plan. Donc, on a une vision quasiment, pas encore complètement photoréaliste, mais quasiment photoréaliste. Donc pour vous parler un petit peu des outils, donc l'idée c'est que c'est un modèle qui est dimensionnel, donc on peut prendre des mesures. On peut, en fait, c'est géoréférencé, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur un point et on a le point GPS. Et donc là, on va sur la Villa Fournie par exemple. Et là, par exemple, on va essayer de faire une section. Hein. Donc en fait, on prend un outil section.
on clique sur un point quelque part et voilà, et on va déterminer la direction de la section par exemple. Donc ça, c'est des petits outils qu'on a développés qui sont bon, voilà, ça mérite encore d'être amélioré, mais ça permet déjà de faire des choses. Et là, l'ordinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va calculer voilà, la section du modèle. Donc, on va pouvoir voir les différences de hauteur, les machins, voir. Enfin, comme ça, on peut avoir vraiment une vue architecturale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut du coup, voilà, vraiment s'en servir comme outil d'analyse. Et puis là, ce qu'on va faire, bon, après, on peut utiliser l'arrière-plan aussi. En fait, c'est une ligne de coupe en fait qu'on va créer. Et là, on peut prendre des mesures. On prend des mesures d'un mur à l'autre, par exemple. Donc là, ça fait 17,99 m. On va prendre des aires, des surfaces. Donc là, on va mesurer, je sais pas, la surface de la cour, par exemple, qui fait, je sais pas quoi, 200, je sais pas quoi, mètres carrés. Bon, voilà. Et bon, l'idée, c'est que c'est juste avoir des outils élémentaires qui permettent de rajouter un peu de fonctionnalité à ces modèles. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire, c'est... alors ça, en fait, bon, ça, c'est une vidéo 360, donc ça fait très bizarre, mais en fait, quand on la met dans des espèces de lunettes, on a l'impression de planer, on peut tourner la tête, on voit tout autour de nous. Et donc, on peut après faire des expériences un peu plus immersives, un peu plus destinées au grand public, hein, d'avoir une vision un petit peu nouvelle de Délos, par exemple, ou de Pompéi, ou de je sais pas quoi. Parce que ça nous permet de planer au-dessus. Et donc à ce sujet, donc aujourd'hui, nous, enfin en tant qu'entreprise, en fait, on se développe aussi sur ce secteur-là, c'est-à-dire la valorisation de ces données numériques. En fait, comme c'est des données numériques photoréalistes, et ben on peut en faire pas mal de choses en fait qui intéressent aussi le grand public. Et là, je veux juste vous parler très rapidement d'une expérience qu'on a faite. Donc c'était l'année dernière avec le Grand Palais et le Louvre. C'était une exposition qui s'appelait Sites éternels, c'était au Grand Palais. Et en fait, l'idée, c'est qu'on projetait tout autour des gens, donc comme si on projetait autour sur tous les murs, sauf que c'était un peu plus grand, ça faisait 600 mètres carrés. On projette une méga image en fait qui est un modèle 3D qu'on déplie en fait grosso modo autour des gens. Et l'idée, alors Sites éternels, l'idée c'était de remettre le spectateur, enfin le visiteur parisien au cœur des sites qui aujourd'hui n'étaient plus accessibles parce qu'ils étaient en Syrie, en Irak ou je sais pas où. Enfin si c'était surtout Syrie, Irak, il y avait un peu d'Afghanistan. Hein, et grosso modo, alors attendez, j'ai peut-être une vidéo qui vous montre ça. Voilà. Ça, c'était la vidéo qui explique un petit peu le concept de l'exposition. Donc, on avait un premier espace qui parlait de Bamiyan, qui ne servait pas à grand-chose. Et le deuxième espace, voilà, c'est ces grandes zones sur lesquelles on faisait glisser en fait, ces images 3D. Donc ça, c'est la mosquée des Omeyyades. Donc on a remis à l'échelle architecturale, en fait, la mosquée des Omeyyades. Et je ne sais pas si on peut... on avait choisi 4 sites. Donc c'était la mosquée des Omeyyades de Damas, le Krach des Chevaliers, donc des sites qu'on avait numérisés, le Khorsabad en Irak et puis un autre site syrien qui était Palmyre, voilà. Donc on avait pour chaque site il y avait un objet que le Louvre avait prêté, hein, et cet objet on l'avait numérisé aussi et donc on le projetait en énorme pour en fait attirer l'attention du visiteur sur le tout petit objet qui était à côté. En utilisant aussi des images anciennes et tout ça. Donc ça, c'est sur Khorsabad, par exemple. Donc on a numérisé les trucs de Khorsabad. On avait, nous, aussi notre modèle 3D de Khorsabad. Donc ça, c'était Palmyre. Donc tous nos modèles 3D de Palmyre, en fait, on l'a déroulé autour des gens, avec avant la destruction, après la destruction, etc. Avec l'objet qui correspond à Palmyre. Et voilà. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a une extension qui est possible, qui est même assez naturelle en fait, de ces données qui sont à l'origine des données scientifiques, vers plus la valorisation, l'enseignement, etc. Ça, c'est un modèle 3D de la mosquée des Omeyyades. Et que on essaye de plus en plus de travailler comme ça, c'est-à-dire dans nos projets, à la fois de faire une partie scientifique, c'est-à-dire
avec des gens qui vont analyser la donnée et avec une partie beaucoup plus grand public. Voilà. Et donc voilà, pour vous parler de l'entreprise, donc aujourd'hui on est basé à Paris. Donc on est 12 personnes, donc en croissance. L'année dernière on était plutôt 6, celle d'avant on était 3. Donc là en ce moment on est 12 et on essaye, donc le principe c'est on essaie de faire collaborer dans la même équipe des gens qui sont des vrais ingénieurs geeks qui viennent du monde dur et austère de la programmation ou des maths, avec des gens qui sont plus dans le domaine de l'archéologie ou de l'architecture. On essaie de faire en sorte qu'ils puissent discuter entre eux et qu'ils puissent parler un peu le même langage, et avec aussi des gens qui sont spécialisés de la 3D, qui sont plutôt du domaine, disons, artistico-technique, quoi. Et voilà, et on essaie à chaque fois, à chaque projet, de résoudre des problématiques nouvelles en fonction des questionnements que nous pose le terrain, quoi. Voilà, j'ai fini.